La Turquie vient de porter un coup dur à la Russie. En utilisant son contrôle sur la mer Noire et en faisant une déclaration audacieuse sur la Crimée, la Turquie met Poutine dans une impasse. L'homme qui pensait qu'en envahissant l'Ukraine diviserait le monde et prouverait son génie militaire a été vaincu par Erdogan. Alors, qu'est-ce qui pousse Erdogan à prendre des mesures aussi audacieuses? Et comment cela pourrait-il bouleverser le jeu de pouvoir régional? Les mesures prises par la Turquie renversent la situation face à Poutine plus rapidement qu'il n'aurait pu le prévoir. Et il n'est pas particulièrement connu pour sa clairvoyance ces jours-ci. Mais le courage d'Erdogan n'est pas venu de nulle part. Cela fait partie d'une stratégie soigneusement conçue que Poutine a clairement sous-estimée. Depuis 20 ans, Erdogan n'a cessé de renforcer son contrôle sur la Turquie, adoptant une vision militarisée et néo-ottomane du pays. Pendant ce temps, Poutine pensait probablement avoir trouvé un allié fiable, quelqu'un qui se ferait un plaisir d'acheter son pétrole et son gaz hors de prix, tandis que le reste du monde se couperait de la Russie. Les achats d'énergie de la Turquie ont doublé en 2021-2022, et Poutine a probablement supposé qu'Erdogan était dans le sac. Grosse erreur. Si Poutine croyait vraiment qu'Erdogan était sous contrôle, il est complètement passé à côté de l'intrigue. La Turquie et la Russie sont en désaccord depuis des siècles. Erdogan a joué sur les deux côtés du conflit ukrainien, mais est revenu sur sa décision le 11 septembre, déclarant que la Crimée devait revenir à l'Ukraine. Pourquoi Erdogan couperait-il l'herbe sous le pied de Poutine maintenant? Poutine n'est tout simplement pas aussi intelligent qu'il le pense. Le futur empereur découvre à ses dépens que la stratégie d'Erdogan est bien plus impitoyable qu'il ne l'avait imaginé. Et quel meilleur endroit que la Crimée pour frapper Poutine là où ça fait mal? Ce n'est pas un terrain aléatoire. C'est l'un des domaines les plus importants d'Eurasie. Toute puissance qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Historiquement, la Crimée était gouvernée par diverses factions turques avant que l'Empire ottoman ne la succède au Khanat de Crimée au milieu du XVe siècle. Bien entendu, Pierre le Grand a fini par prendre conscience de la valeur stratégique de cette péninsule. 250 ans plus tard, en la reconnaissant comme la principale porte d'entrée de la Russie vers un port d'eau chaude. Pour la Russie, la Crimée n'était pas seulement un lieu de commerce. C'était aussi une question de sécurité. Un dépotoir qui a permis des siècles de raids brutaux d'esclaves sur l'Europe de l'Est. Après la première attaque de Pierre le Grand contre les Turcs en 1686, une longue série de guerres s'ensuit, qui se termine par l'occupation russe de la Crimée en 1783. Malgré cela, la Russie et la Turquie ont continué à se battre jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Turcs ottomans ont peut-être perdu la Crimée, mais ils avaient toujours intérêt à empêcher la Russie de devenir trop forte en mer Noire. Cet intérêt a duré jusqu'au XXe siècle. À cette fin, la Turquie a rejoint l'OTAN en 1952 et stocke encore aujourd'hui des armes nucléaires américaines sur son sol pour contrôler la Russie. Les accords d'adhésion de la Turquie et ses bases side-dépose avec l'armée américaine étaient la seule carte que l'OTAN avait à jouer pendant la guerre froide, car sinon la mer Noire aurait été un lac soviétique. Dès l'instant où la Russie l'a conquise, la Crimée était comme un poignard pointé vers la Turquie. À cet égard, la rétrocession de la Crimée à l'Ukraine en 1954 et son maintien en tant que territoire ukrainien après l'effondrement de l'Union soviétique constituait un événement parfait pour Ankara. Après 1991, le rival historique de la Turquie est resté avec peu d'influence en mer Noire, marquant un renversement complet de la situation qui prévalait pendant la guerre froide. Les Turcs entretenaient également un intérêt ethnique pour la Crimée. La Russie a pris sa place. Mais au milieu du Xe siècle, la majorité de sa population était composée de Tatars de Crimée, un groupe ethnique turc. Cependant, la Russie a reconnu l'importance de maintenir un contrôle stable sur la Crimée et a pris des mesures coercitives pour la nettoyer ethniquement de sa population tatare et la remplacer par des Russes. Les Tatars de Crimée ont été soumis à une assimilation forcée et à une déportation. L'oppression russe de cette population a atteint son apogée en 1944, lorsque Joseph Staline a déporté tous les Tatars restants vers l'Asie centrale. Entre 150 et 200 Tatars de Crimée ont été envoyés pour ce voyage.
À leur arrivée, ils ont été confinés à moins de 5 km de leur résidence assignée et ont dû signer une liste de présence mensuelle du NKVD. Dans ces prisons à ciel ouvert, ils étaient envoyés travailler dans des fermes d'État ou dans des usines en échange de salaires de misère. Les Tatars ont été autorisés à retourner en Crimée jusqu'en 1988, grâce aux réformes de la perestroïka de Gorbatchev. En 2002, 260 des 500. 0 personnes estimées étaient retournées sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Bien entendu, les Tatars, qui représentent aujourd'hui environ 12% de la population de Crimée, n'étaient pas contents lorsque la Russie a annexé unilatéralement la péninsule en 2014. Depuis lors, la Russie a recommencé à renouer avec ses vieilles astuces. En mars, une équipe des Nations Unies chargée des droits de l'homme s'est rendue en Ukraine et a demandé un accès urgent à la Crimée suite à des allégations de mauvais traitements infligés aux Tatars, notamment à la mort d'un militant de premier plan. L'enseignement en langue tatare a également décliné sous la domination russe. Au contraire, la pression pour parler russe s'est accrue. Compte tenu de cette histoire, il n'est pas surprenant que la Turquie se soit opposée dès le début aux actions de Poutine en Crimée, même si pas toujours aussi fermement que l'Occident le souhaiterait. En 2015, il a condamné la persécution des Tatars de Crimée par la Russie, mais n'est pas allé jusqu'à adhérer au régime de sanctions imposé en réponse aux actions de Moscou en Ukraine et dans toute l'Ukraine. Le manque d'enthousiasme de la Turquie était un signe des choses à venir, et c'est peut-être la raison pour laquelle Poutine pensait avoir une carte à jouer avec Erdogan. Pendant ce temps, les alliés de la Turquie au sein de l'OTAN sont de plus en plus frustrés par les bonnes relations d'Ankara avec Moscou. Bien que les deux pays se soient retrouvés dans des camps opposés dans la guerre civile syrienne, ils se sont pour la plupart évités, à l'exception d'un incident très médiatisé en 2015, lorsqu'un F-16 turc a abattu l'un des avions de combat russes Su-24. Selon les Turcs, cela sera produit parce qu'un avion russe a violé l'espace aérien turc malgré les avertissements. Poutine a contesté cette affirmation et a insisté sur le fait que l'avion survolait le territoire syrien internationalement reconnu. Un autre incident rapproché s'est produit lors de l'offensive d'Idlib dans le nord de la Syrie fin 2019 et début 2020, lorsque les forces gouvernementales syriennes ont encerclé plusieurs bases d'observation turques. La Turquie a lancé une contre-offensive. Mais la rencontre entre Poutine et Erdogan en mars a conduit à un cessez-le-feu acceptable. Malgré ces querelles, la Turquie et la Russie entretiennent des relations amicales. La Turquie était même un acheteur du système de défense aérienne russe S-400. Cette décision a entraîné des sanctions américaines et l'exclusion de la Turquie du programme F-35, craignant que les Russes n'obtiennent des informations importantes sur l'avion. La Turquie a également empêché la Finlande de rejoindre l'OTAN pendant 1 an et la Suède de rejoindre l'OTAN pendant 2 ans, en raison d'objections concernant la prétendue amitié des deux pays envers les factions kurdes, que la Turquie considère comme des groupes terroristes. Cette impasse diplomatique n'est pas le résultat d'un accord avec la Russie, mais Poutine s'en est certainement félicité. Une fois de plus, la Turquie est apparue de plus en plus comme un excentrique non-membre de l'OTAN qui ne partageait plus l'engagement de l'Alliance transatlantique en faveur d'un ordre mondial libéral. Poutine et Erdogan partagent de nombreuses similitudes. Comme Poutine, le dirigeant turc de plus en plus autoritaire est considéré comme un partisan du modèle mondial d'État civilisationnel. Cette vision du monde détruit les fondements des relations internationales modernes, qui reconnaissent la souveraineté absolue et l'intégrité territoriale de chaque État à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les éléments les plus importants du modèle d'État civilisationnel sont plutôt les liens culturels, religieux, ethniques et linguistiques qui peuvent transcender ces frontières. Le travail de l'État, c'est de défendre et de protéger ces choses. Sous ces prétextes, Poutine a envahi l'Ukraine, en considérant la norme moderne des relations internationales imposée par l'Occident, issue du traité de Westphalie et de Versailles. Poutine a souligné ses idées à plusieurs reprises avant l'invasion de l'Ukraine. Lorsqu'il a qualifié la fin de l'Union soviétique de fin de la Russie historique, qui a séparé des millions de Russes de souche de leur patrie,
Il a également réitéré les accusations qu'il avait lancées en 2014, affirmant que des éléments néo-nazis en Ukraine avaient pris le pouvoir et, avec le soutien de l'Occident, opprimant les Russes de souche et la population russophone. Dans son essai de 2021, intitulé « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », Poutine a élargi sa vision civilisationnelle du monde, déclarant que la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie étaient historiquement un seul peuple et une seule nation, unis sous le règne de l'Empire russe et de l'Union soviétique, puis séparés, maintenant séparés par les impositions occidentales des relations internationales. À la fin de l'essai, Poutine est devenu plus transparent dans sa vision de ce à quoi devrait ressembler l'ordre mondial. Il a mentionné que même si les pays occidentaux avaient des frontières, ils étaient même proches les uns des autres et y avaient des liens culturels et linguistiques. Et les gens traversaient souvent leur territoire et se sentaient chez eux en raison de ces similitudes. Il a cité les exemples des États-Unis et du Canada, ainsi que de l'Allemagne et de l'Autriche. Il a ajouté que cela s'appliquait également aux Ukrainiens vivant actuellement en Russie. Au lieu d'être séparés, dit-il, nous les considérons comme nos proches. Poutine a également déclaré que tout le concept d'État ukrainien, s'il veut imiter l'Occident, repose sur l'idée de l'antirussisme. Il a promis qu'il ne permettrait jamais que les territoires et les peuples historiques russes soient utilisés contre la Russie. Enfin, il a ajouté « Je suis convaincu que la véritable souveraineté de l'Ukraine n'est possible qu'en partenariat avec la Russie. » Nos liens spirituels, humains et civilisationnels se sont façonnés pendant des siècles et trouvent leurs origines aux mêmes sources. Ils ont été endurcis par des épreuves, des réalisations et des victoires communes. Nos liens familiaux se sont transmis de génération en génération. Il est présent dans le cœur et dans la mémoire des habitants de la Russie et de l'Ukraine moderne, dans les liens du sang qui unissent des millions de nos familles. Ensemble, nous avons toujours été et serons plusieurs fois plus forts et plus prospères parce que nous sommes un seul peuple. Les historiens orientaux et occidentaux critiquent l'essai de Poutine, les qualifiant de propagandés en historique. Mais il en dit long sur sa vision des relations internationales. Son essai est donc important non seulement dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, mais aussi dans ses relations avec les dirigeants étrangers. Cette prétendue vision civilisationnelle du monde est l'une des raisons pour lesquelles les relations de Poutine avec le Chinois Xi Jinping sont qualifiées d'étroites. Xi voit également le monde à travers ses idées, ce qui explique en partie son activité militaire autour de Taïwan et même son expansion en mer de Chine méridionale. L'une des justifications avancées par son gouvernement pour établir des îles dans la région est que ces eaux étaient historiquement chinoises. En 2015, Xi lui-même a affirmé que les îles étaient depuis longtemps un territoire chinois. L'année suivante, un tribunal international s'est prononcé contre les revendications territoriales de la Chine et contre la carte à 9 lignes pointillées. Mais Pékin a ignoré la décision. Il ne voyait tout simplement pas le monde de la même façon. L'idée selon laquelle un tribunal international de La Haye pourrait dire à la Chine quoi faire sur son propre territoire soi-disant historique était une autre question chinoise que l'Occident a imposée à Xi et à ses subordonnés. Ces concepts du droit international sont importants dans le cadre des relations contemporaines entre la Russie et la Turquie. La République turque post-ottomane a été fondée sur le modèle d'un État-nation moderne de type occidental. L'occidentalisation était l'une des plus grandes priorités de Mustafa Kemal Atatürk. Cependant, sous Erdogan, la Turquie a progressivement emprunté une voie différente. Le changement le plus symbolique a peut-être eu lieu en 2020, lorsque Sainte-Sophie a été transformée en mosquée. Atatürk est transformé le bâtiment d'une mosquée en un musée non religieux en 1935. Signe de ses efforts pour moderniser le pays par des réformes laïques, Erdogan a décidé de prendre la voie inverse, malgré les objections internationales. Cette décision avait pour but d'attirer les partisans musulmans conservateurs d'Erdogan en Turquie. Surtout, il est également conçu pour attirer les fervents musulmans hors de Turquie, qui réclament depuis longtemps que Sainte-Sophie soit reconvertie en mosquée. Les dirigeants occidentaux se sont opposés à la conversion, mais les Ottomans y ont vu une imposition. Au cours de la dernière décennie, alors qu'Erdogan continue de consolider son pouvoir,
La Turquie est devenue beaucoup plus active militairement. Autrefois, grande puissance dotée d'une énorme portée militaire. Atatürk a guéré la retraite stratégique de la Turquie dans le cadre de sa politique étrangère de paix intérieure et de paix dans le monde. Le gouvernement turc maintient toujours qu'il s'efforce de maintenir cette politique. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie est restée neutre jusqu'aux derniers mois. L'entrée de la Turquie dans l'OTAN n'a guère changé cette politique étrangère. Mais comme la Russie soviétique disposait désormais d'une puissance quasi-hégémonique dans la mer Noire, Ankara n'avait pas le choix. L'intervention dans le conflit chypriote en 1974 a marqué le début d'une politique étrangère turque plus active. La longue guerre entre la Turquie et le Parti des travailleurs du Kurdistan l'a également aidé à sortir progressivement de sa retraite stratégique. Mais Erdogan l'a accéléré. Turquie n'est plus un joueur passif. Elle y a mené d'importantes opérations de combat en Irak et en Syrie et a noué des relations militaires avec des pays aussi lointains que la Libye, le Pakistan, la Somalie et, comme nous le verrons bientôt, l'Europe de l'Est. Son empreinte militaire couvre la plupart des pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire ottoman. Erdogan a également remis en question à plusieurs reprises le traité de Lausanne de 1923, qui fixe les frontières internationalement reconnues de la Turquie. Il soutient qu'Atatürk a été contraint de faire ses concessions à des conditions inégales et que la Turquie a le droit d'exiger un retour au plan territorial antérieur établi par la législature ottomane en 1920. Ces territoires comprenaient Chypre, certaines parties du nord de la Syrie et de l'Irak, toute l'Arménie, certaines parties de la Géorgie et de l'Iran, ainsi que les îles de la mer Égée, qui s'étendaient vers l'ouest jusqu'à la Grèce continentale. Les cartographes turcs sont devenus plus agressifs dans la représentation de leurs revendications territoriales, y compris dans certaines parties de l'Arménie et de la Syrie situées à l'intérieur des frontières turques. C'est une tactique qu'ils ont peut-être apprise de leurs homologues chinois, qui mènent des opérations similaires de découpe de salami pour revendiquer des territoires au-delà de leurs frontières internationalement reconnues, en utilisant ces cartes dans le cadre de leur guerre de l'information. La politique étrangère de plus en plus active de la Turquie sous Erdogan a conduit à des accusations selon lesquelles elle aurait désormais des ambitions néo-ottomanes, alors que certains experts occidentaux se concentrent sur l'autoritarisme croissant à l'intérieur des frontières turques. D'autres, comme ceux du Middle East Institute, préviennent que cette vision est trop étroite pour comprendre ses véritables objectifs. L'un d'eux est la promotion d'un mouvement politique pan-islamiste. Cette politique a un contexte historique. Les sultans ottomans prétendaient être les califes légitimes, les successeurs du prophète Mahomet et les dirigeants de tous les membres de la communauté musulmane. Le titre combinait des fonctions laïques et religieuses. Erdogan n'est pas allé aussi loin, mais son gouvernement s'est positionné comme un défenseur et un propagateur de l'islam. Dans cette optique, le retour de Sainte-Sophie au statut de mosquée est prévu. La Turquie finance la construction de mosquées dans le monde entier, et Erdogan assiste à de nombreuses cérémonies d'ouverture. Poutine observe les actions d'Erdogan et a peut-être remarqué en lui une âme sœur, quelqu'un qui rejette les standards occidentaux des normes internationales et cherche à reconstruire l'ordre mondial selon des lignes idéologiques qui lui conviennent. Vous devriez cependant faire un peu plus de devoirs d'histoire. Erdogan se détourne peut-être de l'Occident, mais cela ne signifie pas qu'il soit un partenaire de coopération fiable pour la Russie. Après tout, la Crimée était un territoire ottoman jusqu'en 1783. Hormis la demande de protection des droits de la Crimée, la Turquie n'a reconnu aucun droit russe sur la Crimée. En 2016, Erdogan avait déclaré à son homologue ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko, que la Russie occupait illégalement la péninsule. Il a réitéré cette position après l'invasion, lorsqu'il a déclaré que le droit international exigeait que la Russie restitue la Crimée à l'Ukraine. La Turquie a également établi un partenariat militaire solide avec l'Ukraine dans les années qui ont précédé la guerre. La Turquie a livré de grandes quantités de matériel militaire à l'Ukraine, notamment le drone Bayraktar TB2, qui n'en est que l'exemple le plus célèbre. En 2021, un mémorandum secret a été divulgué. Son contenu détaille les relations à long terme entre les forces armées turques et ukrainiennes.
Une partie de cette relation consistait en un entraînement mutuel secret entre les Ukrainiens et le commandement d'élite des forces spéciales turques. Cette relation remonte au moins à avril 2016. Depuis, des conseillers turcs chargés des opérations spéciales ont formé des soldats ukrainiens à la lutte contre le terrorisme, à la surveillance, aux incursions transfrontalières et au sabotage. Cette formation s'est avérée utile puisque les équipes d'opérations spéciales ukrainiennes ont mené ou aidé à de telles missions derrière les lignes de front et à l'intérieur du territoire russe. La cible spécifique de ces opérations était la Crimée. Lorsque la guerre a éclaté, la Turquie a fourni une aide diplomatique importante à l'Ukraine. Il a condamné l'invasion dans la résolution ES 11-1 de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus important encore, il a invoqué les dispositions de guerre de la Convention de Montreux de 1936 concernant le régime dans les détroits. Reconnaissant officiellement l'opération militaire spéciale de Poutine, les Turcs ont fermé les Dardanelles et le Bosphore aux navires de la marine russe, permettant uniquement à certains navires reconnus de la flotte de la mer Noire de retourner à leur base. Conformément à l'Article 9, la Russie espérait utiliser ses relations plus étroites avec la Turquie pour éviter cela. 3 jours après le début de l'invasion, la Turquie a exercé ses pouvoirs. C'est pourquoi il est impossible de renforcer la flotte russe de la mer Noire. La Russie fut donc obligée d'être prudente dans l'utilisation des navires disponibles sur le champ de bataille et de limiter son potentiel offensif. L'Ukraine a ensuite détruit ou gravement endommagé bon nombre de ses navires, les obligeant à se retirer. En septembre 2024, Erdogan restait déterminé à rendre la Crimée à l'Ukraine. Notre soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine est inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international. Il a également réitéré son soutien à la communauté tatare de Crimée, soulignant qu'elle constitue la plus haute priorité de la politique étrangère de la Turquie. Ces conditions pour mettre fin à la guerre étaient une paix fondée sur l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Erdogan n'a peut-être pas autant respecté ces concepts ailleurs, mais lorsqu'il s'agit de la mer Noire, les intérêts de son pays continuent d'empêcher la Russie de devenir trop puissante. La meilleure façon d'y parvenir est de soutenir l'Ukraine. La Turquie a astucieusement joué sur les deux côtés du conflit. Il achète de l'énergie russe à des prix avantageux, tout en poursuivant sa politique étrangère traditionnelle consistant à affronter la Russie dans la mer Noire. La Turquie doit également défendre les Tatars de Crimée si elle veut être prise au sérieux en tant que puissance leader dans la foi musulmane. Poutine a peut-être considéré Erdogan comme un autre autocrate, mais les autocrates ne partagent généralement pas d'amitié profonde ni de liens idéologiques. Ils s'efforceront de faire ce qui est le mieux pour eux. Laisser la Crimée comme avant-poste russe en mer Noire n'est pas la meilleure solution pour la Turquie. Quoi qu'il en soit, Erdogan pourrait secrètement vouloir le récupérer pour lui-même. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite dans la danse Turquie-Russie? La récente insistance d'Erdogan à restituer la Crimée à l'Ukraine fait-elle partie de sa stratégie visant à négocier des accords commerciaux plus serrés et à obtenir de l'énergie russe à des prix encore plus bas? Ou parle-t-il d'un véritable engagement envers les droits souverains de l'Ukraine dans le cadre d'une approche de statu quo dans les relations internationales? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts militaires. Maintenant, allez regarder le Japon vient de porter un coup dévastateur à la Russie ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.